L'histoire commence par un raid audacieux du clan rouge sur une cachette de la mafia. Sous le commandement de Makoto, les membres du clan rouge se rassemblent actuellement pour lancer une attaque surprise sur le repère de l'ennemi. Ils ont utilisé diverses stratégies et ont coopéré pour s'infiltrer. L'un d'entre eux s'est déguisé en livreur de pizza pour inciter le gardien à ouvrir la porte. Dès que le garde l'ouvrit légèrement, les autres, qui se cachaient dans l'ombre en attendant l'occasion de tendre une embuscade, se précipitèrent immédiatement pour couper la chaîne. Après avoir reçu l'ordre, Yato sauta instantanément, lançant une attaque directe à travers les fenêtres et, en quelques instants, il vainquit tous les contrebandiers. Leur objectif n'était pas de s'emparer d'un territoire ou de biens, mais de retrouver un individu précis, quelqu'un qui avait acheté des armes à cette organisation. Cependant, la mauvaise qualité de la photo a empêché le patron d'identifier l'acheteur. Mikoto, avec son formidable pouvoir surnaturel, a conduit Hana, une fille possédant la capacité de voir à travers toute chose dans le monde, y compris les cœurs les plus sombres, à s'écraser à travers le mur pour faire irruption à l'intérieur. Hana a contacté le chef de la mafia pour utiliser sa capacité à extraire des informations. Cependant, le résultat fut décevant. Le patron ne savait rien de la personne recherchée par le clan rouge. N'ayant aucune raison de continuer, le groupe a épargné le patron et s'est retiré. Ces types n'ont jamais utilisé la porte d'entrée, mais ont plutôt fait des trous dans les murs des gens pour s'échapper. À ce moment-là, la force opérationnelle spéciale était déjà arrivée car l'agitation provoquée par le clan rouge était trop grande. Après tout, pénétrer par effraction dans la maison de quelqu'un restait un crime. Ils affrontèrent un autre groupe rival redoutable appelé le Clan Bleu, également connu sous le nom de Force Spéciale, sous le commandement du roi bleu Munakata. La tension monta, mais le Clan Rouge ne montra aucune peur. Mikoto a déclaré qu'il combattrait ses gars jusqu'au bout sans hésitation. Sans tarder, il sauta de l'étage supérieur et une terrifiante flamme rose jaillit de l'intérieur de son corps. Les Bleus ont utilisé des mesures pour jauger la puissance libérée par le troisième roi, Mikoto. Sa force à ce moment avait atteint près de 100%, créant une pression écrasante qui rendait l'air épais et lourd. Tout ce que touchait les flammes devenait déformé et dangereusement instable. Les flammes s'élevèrent dans le ciel, formant une gigantesque épée de Damoclès. Mais les Bleus n'étaient pas non plus des adversaires faciles. Depuis qu'il avait dégainé son épée, ils n'avaient pas peur de croiser le fer avec lui. Leurs membres libérèrent simultanément leur pouvoir, générant un champ de contre-force égal à la force de Mikoto. Les champs de force des deux côtés s'affrontaient continuellement, aucun des deux ne cédait. Dans le ciel, deux épées colossales apparurent, symbole de l'autorité des deux rois, signalant un affrontement intense. Contrairement à la dure tension de la bataille, les citoyens de la ville voisine vivaient toujours paisiblement, allant à l'école et au travail comme d'habitude. Les étudiants de l'académie Ashinaka ont même été transportés directement à l'école en métro. Ashinaka était l'une des écoles les plus modernes et les plus prestigieuses du pays, entourée de produits de haute technologie et même de robots de conciergerie. Le personnage principal de l'histoire est un garçon aux cheveux argentés nommé Yashiro, connu comme un étudiant ordinaire et sociable avec de nombreux amis et très populaire parmi les filles. Cependant, malgré les apparences, il n'était particulièrement proche de personne, connaissant simplement tout le monde suffisamment pour demander à manger ici et là. Pourtant, il avait un défaut majeur, il refusait de manger des légumes et n'aimait que la viande. Kyukuri, son camarade de classe, sachant cela, lui préparait des repas remplis de légumes. Mais avant qu'elle puisse lui donner les légumes, Yashiro s'était déjà enfui quelque part. Il avait également l'habitude de voler furtivement de la nourriture à la cafétéria, obligeant le chef à rester sur ses gardes à tout moment. Kukuri s'inquiétait souvent de ses habitudes alimentaires excessives. Elle a essayé de poursuivre Yashiro pour lui faire manger sa boîte à lunch pleine de légumes verts. Mais à la fin, Yashiro a quand même réussi à la secouer et a couru à l'étage, laissant Kyukuri manger seule les deux boîtes à lunch.
Ses amis étaient certains que Kyukuri devait être amoureux, mais Kyukuri ne croyait pas qu'il s'agissait d'un amour à sens unique qu'elle ressentait pour Yashiro. Elle ne voulait tout simplement pas que ce drôle de garçon, dont les mouvements étaient toujours mystérieux et imprévisibles, disparaisse. Maintenant, il déjeunait sur le toit de l'école, et voici son élégant chat blanc qui l'avait suivi jusqu'à l'école. Pourquoi les gens vont-ils à l'école si heureux, alors que moi, j'y vais comme si j'allais en prison, mon frère. À cet instant, Yashiro savourait véritablement un moment de paix quand soudain une voix étrange résonna dans sa tête. Le réveillant en sursaut, il pensa même un instant que le chat avait parlé. Lorsqu'il descendit en classe, Yashiro fut surpris de trouver tout le monde en émoi. Un ami lui a dit que la prochaine période avait été annulée pour préparer le prochain festival. Kyukuri est également venu l'informer que le conseil étudiant avait assigné une tâche à Yashiro car il oubliait toujours d'apporter son PDA, un appareil mobile important et indispensable pour entrer et sortir de l'île. Kyukuri a dû écrire des instructions à la main pour lui et lui a rappelé de retrouver le PDA s'il ne voulait pas être détenu à l'école. La première mission de Yashiro fut d'aller acheter des feux d'artifice et de rapporter le reçu au conseil étudiant. Sur le chemin, Yashiro a été repéré de manière inattendue par des membres du gang de Mikoto. Ils ont reconnu qu'il ressemblait à la personne que le clan rouge chassait et l'ont rapidement signalé. Quelques minutes plus tard seulement, Yada, le jeune skateur du clan rouge, est apparu et a lancé une batte de baseball sur Yashiro. Yashiro esquiva instinctivement, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. Yada vérifia à nouveau et confirma que Yashiro était la cible, ce qui déclencha la poursuite. Yashiro s'est faufilé dans les rues et s'est caché dans une camionnette pour se débarrasser de Yada, mais peu de temps après, deux autres personnes sont arrivées à toute vitesse à moto et ont attaqué, forçant Yashiro à s'embrazetis et à courir dans une ruelle voisine. Les membres du clan rouge poursuivaient leur poursuite sans relâche. Dans la ruelle, un autre membre du clan rouge l'attendait et lui a tiré dessus. Mais heureusement, un mystérieux jeune homme est apparu à dissiper les flammes et, avec un super pouvoir, a formé un bras aérien qui a envoyé Yada voler dans le ciel. Cet homme mystérieux a discrètement sorti Yashiro de l'encerclement. Après s'être échappé, Yashiro a voulu remercier son sauveur, mais l'homme a pointé une épée sur son visage. Le jeune homme se présenta comme étant Kuro, serviteur du roi Ikaijin 7e. La raison pour laquelle Kuro a chassé Yashiro était sa conviction que Yashiro était l'incarnation du roi démon selon la prophétie d'Ikaijin. Ikaijin étant un roi doté de capacités prophétiques. Au même moment, une vidéo était diffusée à travers la ville montrant un jeune homme se proclamant roi démon, le 7e roi, et cette personne ressemblait exactement à Yashiro. Cela a laissé Yashiro incapable de le nier. Mikoto, le roi rouge, avait désormais été capturé et emprisonné par le clan bleu, ce qui expliquait pourquoi son groupe avait agi de manière si fragmentée et imprévue. Yashiro a tenté d'expliquer que l'homme dans la vidéo n'était pas lui, mais son visage, identique à celui sur l'écran géant, semblait tout à fait convaincant. Alors, bien sûr, Kuro ne le croyait pas après tout. Il n'a suivi que les ordres du roi Ikaijin et non la loi ordinaire. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'échapper, Yashiro demanda à Kuro d'enquêter plus en profondeur et lui dit que sinon, il accepterait la mort. En entendant cela, Kuro le laissa partir. Pour gagner du temps et s'enfuir, Yashiro a commencé à inventer une histoire sur une sœur cadette atteinte d'un cancer et a exprimé son désir de ne pas laisser sa sœur penser que son frère était un meurtrier. Avec une expression triste, il demanda à Kuro de le laisser écrire une dernière lettre. Bien que le meurtre n'ait pas dérouté Kuro, entendre les circonstances pitoyables de Yashiro l'a néanmoins ému aux larmes, et il a demandé plus sur la sœur de Yashiro. Yashiro s'avança pour remettre à Kuro la lettre, qui en réalité était un dessin idiot, et demanda à Kuro de la remettre à sa sœur. Cependant, au moment où Kuro lut la lettre, il réalisa qu'il avait été trompé, il était trop tard. Yashiro avait utilisé une fusée éclairante cachée dans sa poche pour aveugler Kuro et s'était échappé. Après que Kuro se soit éloigné, Yashiro a émergé de l'intérieur d'un déguisement en peluche de tortue.
quelques égratignures et même un assassin professionnel s'est fait avoir. Mais la prochaine fois, il n'aura peut-être pas autant de chance. Après cet incident, le gang de Mikoto a lancé une chasse à l'homme contre Yashiro avec une prime de 10 000 milles de yens. Ces informations ont été publiées partout dans le monde et de nombreux appels téléphoniques ont été reçus pour signaler des pistes. Une somme aussi importante a en effet attiré de nombreuses personnes, même si certains ont considéré qu'il s'agissait d'une arnaque. Anna, la fille dotée de la capacité de lire dans les pensées, et d'un autre super pouvoir qui lui permet d'utiliser des billes pour déterminer des emplacements, les aide à déterminer rapidement où pourrait se trouver Yashiro. Kusanagi a envoyé un message massif pour envoyer des gens en reconnaissance, et il n'a pas oublié de les avertir du chien noir. Il était certain que ses subordonnés ne pourraient pas mener ce combat. Depuis que la nouvelle de la prime de 10 000 milles de yens a été annoncée, le public a immédiatement été enthousiasmé. Ce montant représentait pour eux plus d'une année entière de salaire. Alors, comment pourrait-il ne pas être tenté? Et même si certains pensaient qu'il s'agissait simplement d'un canular de la part de la Hamra, Yashiro se cachait toujours dans sa tenue déguisée, tout en se déplaçant partout. Mais il voulait être sûr de ne pas être découvert. Juste au moment où Yashiro sortait la tête d'une ruelle, il vit Kuro le chercher, alors il se retira rapidement à l'intérieur pour être en sécurité. Après cela, Kuro a rencontré Yada, le jeune skater avec une batte de baseball. Yada a confronté Kuro à propos de laisser Yashiro s'échapper, mais tout à coup, Yashiro est apparu sur un toit en leur faisant signe, les incitant à se battre afin qu'ils puissent s'en capturer un par la suite. Yada au sang chaud s'est immédiatement senti insulté, ne plaisantez pas avec lui. Il éliminerait ce type vêtu de noir et ramènerait Yashiro dans l'organisation. Yada chargea Kuro, mais Kuro n'était pas un jeu d'enfant. Il a manipulé sa main invisible pour arracher le trottoir et a lancé un panneau publicitaire et des décombres sur Yada. Yada fut pris dedans, mais utilisant la force pour se propulser vers le haut, il frappa Kuro, qui esquiva et riposta en projetant Yada au sol. Kuro a ensuite continué à poursuivre Yashiro, mais lorsqu'il a atteint le toit, il n'y a trouvé personne. Yashiro s'était encore une fois échappé. À ce moment-là, Yashiro était retourné dans son dortoir pour se cacher en toute sécurité. Il était allongé sur son lit, réfléchissant à l'identité de l'homme qui lui ressemblait dans la vidéo. Sa vie serait désormais remplie de problèmes. Le chat qu'il avait ramené s'est soudainement transformé en une fille nue allongée à côté de lui. Elle s'est présentée sous le nom de Nico. En voyant cela, le visage de Yashiro devint naturellement rouge vif. Ce n'était pas un moine, après tout. Bientôt, la journée scolaire s'est terminée et les élèves qui ne figuraient pas sur la liste du personnel de soutien du festival ont dû rentrer chez eux immédiatement. Comme Kuro n'a pas pu trouver Yashiro, il l'a suivi jusqu'à l'école en suivant l'emblème que Yashiro avait laissé tomber. Mais il ne pouvait pas entrer. Il était sur le point d'utiliser son pouvoir pour détruire toute l'école lorsque Kukuri apparut et lui demanda ce qu'il faisait. Parce que Kuro avait l'air suspect et se comportait étrangement à l'entrée, elle posa curieusement quelques questions. Kiro prononça immédiatement le nom de Yashiro. En entendant ce nom familier, Kukuri accepta de guider Kiro jusqu'au dortoir de Yashiro. Kiro baissa sérieusement la tête en signe de gratitude envers elle. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce monde prêts à aider les autres. Son maître le lui avait dit. Et c'est pourquoi il chérissait vraiment ceux qui lui offraient un coup de main dans ces moments difficiles. À ce moment, Yashiro fut déconcerté par l'apparition soudaine d'une fille nue dans sa chambre. Il lui tendit des vêtements, mais elle refusa de les porter car sa nature était toujours celle d'un chat. De plus, Nico avait la capacité de se téléporter. Yashiro a essayé de lui tendre une chemise, mais elle a disparu dans l'armoire. La voix de Kukuri appela de l'extérieur, et quand Yashiro sortit en courant, il vit qu'elle avait amené Kuro. Kuro salua poliment Yashiro et lui posa avec désinvolture des nouvelles de sa sœur cadette. Il utilisa ensuite son pouvoir pour voler directement dans la chambre de Yashiro et dégaina son épée. Yashiro s'est précipité pour fuir.
Voyant que Yashiro était sur le point d'être tué, Nico s'avança pour bloquer Kuro. Parce qu'il était encore vierge, Kuro détourna timidement le visage à la vue d'une scène aussi provocante. Et à ce moment-là, Yashiro et Nico saisirent l'occasion de s'échapper. Nico a déformé l'espace et a créé une illusion qui étendait le couloir à l'infini pour donner à Yashiro plus de temps pour courir. Dès qu'elle est partie, le couloir est revenu à la normale et Yashiro était déjà sorti. Lorsque Kuro rattrapa son retard et tenta de saisir Yashiro avec son pouvoir, Nico téléporta Kuro et invoqua une illusion de chat géant pour le bloquer. Bien sûr, Kuro était vif et ne perdait pas beaucoup de temps avec le chat, mais grâce à lui, elle sauva temporairement Yashiro. En fuyant, Yashiro a quand même eu la gentillesse d'aider une fille à récupérer ses affaires abandonnées dans la rue. Mais la conséquence du flirt a été que Kuro l'a rapidement rattrapé. Juste au moment où il semblait que la fin était venue, Miko laissa échapper un miaulement et jeta une illusion sur Kuro. Ce qu'il voyait devant lui était une voie sans issue, un faux pas et il tomberait. Alors qu'en réalité, Kuro se tenait toujours juste devant Yashiro. Mais à la fin, Yashiro et Nico furent acculés. Nico a invoqué un mur pour bloquer Kuro, et il se demandait comment il avait pu se faire tromper autant de fois. Kuro chargea à travers le mur illusoire pour ensuite percuter un vrai mur, faisant éclater Nico de rire de manière incontrôlable. Nico a toujours su utiliser les illusions pour tromper Kuro, transformant la poursuite en un jeu qui s'éternisait toute la nuit. Tous les trois étaient épuisés, mais aucun d'eux ne voulait s'arrêter. Finalement, trop fatigués, ils se retrouvèrent dans la chambre de Yashiro. Nico avait utilisé tellement de pouvoir que son estomac grondait sans arrêt, alors Yashiro décida de lui préparer quelque chose à manger. Kuro avait aussi faim, alors il accepta à contre-cœur cette trêve temporaire. Le petit Nico était pointilleux sur tout et refusait de manger. Pendant ce temps, Kukuri, alors que les trois n'étaient pas là, apporta le sac que Kuro avait laissé derrière lui. Kuro fut profondément reconnaissant pour sa gentillesse et récupéra son sac oublié. À l'intérieur du sac de Kuro se trouvaient ses ustensiles de cuisine, et il a fini par préparer un somptueux repas à la place de Yashiro. Une fois la nourriture prête, ils s'assirent tous les trois pour manger ensemble, décidant de régler les problèmes non résolus plus tard. Pendant ce temps, dans le centre de détention, le roi bleu Munakata, chef du clan bleu, est venu rencontrer Makoto avec une attitude peu amicale. Makoto dormait et Munakata lui attrapa la tête et la plaqua contre le mur pour le réveiller pour l'interroger. Lors de leur précédente bataille, la situation avait été extrêmement tendue. Monokata s'avança et annonça que Mikoto avait été capturé. Pourtant, Mikoto n'a pas résisté du tout et a même volontairement tendu les mains pour être menotté. Monokata voulait savoir pourquoi Mikoto s'était soudainement rendu sans condition et s'était laissé arrêter. Monokata s'inquiétait du fait que Mikoto utilise son pouvoir à l'extrême limite, maintenant que l'intensité de son aura avait atteint son apogée. Et si son épée de Damoclès dans le ciel perdait le contrôle et tombait, cela pourrait provoquer un désastre catastrophique comme celui de Kugutsu, coûtant la vie à des milliers d'innocents. Mikoto expliqua qu'il s'était laissé capturer pour que Munakata puisse le surveiller. S'il montrait des signes de perte de contrôle, c'était Munakata qui l'arrêterait. Entendre de telles absurdités sentimentales rendit Munakata malade. Et en plus, il ne pouvait pas passer 24 heures par jour à regarder Mikoto puisqu'il était occupé et ne pouvait pas toujours s'entraîner avec lui. Après cela, Monokata a rencontré son subordonné Seri pour discuter des options. Ils ont envisagé d'utiliser des matériaux résistants à la chaleur pour retenir Mikoto. Seri a estimé que c'était une chance de tuer Mikoto autant que possible à des fins de recherche et a suggéré des méthodes telles que l'injection de fortes doses de tranquillisants ou de relaxants musculaires. Munakata a été très surpris par ce plan audacieux et a déclaré qu'il réfléchirait plus loin. Ils ont également continué à enquêter sur le cas de l'homme qui ressemblait à Yashiro et ont découvert que l'arme du crime était un type d'arme fréquemment commercialisé par la mafia. Le meneur de cette chaîne d'approvisionnement
avait disparu avec un camion transportant des explosifs et suffisamment d'armes pour ouvrir un magasin. La police s'était sérieusement impliquée, alors Sari souhaitait coopérer avec eux pour recueillir des renseignements. Munakata voulait savoir tout ce qui s'était passé dans la ville au cours des 2 dernières semaines. Il devait voir et entendre les choses lui-même pour croire qu'elles étaient exactes. Le clan bleu a également tenté de supprimer les vidéos publiées en ligne par les hommes de Mikoto, les transformant en clips indésirables sans valeur. Et ils ont comparé le visage du coupable à son casier judiciaire, mais en vain, espérant seulement que le clan vert n'en ait pas eu vent. Alors que les factions s'affrontaient sur le cas de Yashiro, lui et ses 2 compagnons étaient toujours assis ensemble, en train de manger et de discuter. Du côté du clan rouge, ils savaient que le clan bleu était impliqué, ils ont donc diffusé encore plus les vidéos pour traquer le coupable à tout prix. Des conflits internes ont également éclaté au sein du clan rouge. Rikyo, l'un de ses membres, et Yada se sont disputés et même combattus. Une bagarre était une chose, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par se bagarrer dans le bar de Kusanagi, le mettant en colère lorsque ses meubles britanniques importés ont été endommagés. Il les a immédiatement saisis tous les 2 et les a battus, exigeant de savoir pourquoi ils avaient insisté pour se battre. Rikyo pensait que Mikoto avait été capturé beaucoup trop facilement et a même laissé entendre qu'il voulait travailler pour le roi bleu. Bien sûr, Yada ne supportait pas que quelqu'un dise du mal de son grand patron. Kusanagi éclata immédiatement de rire. Les 2 se sont excusés auprès du propriétaire du bar et il leur a raconté une histoire. En entendant cela, les 2 jeunes hommes sont immédiatement devenus doux comme des chiots et se sont inclinés en signe d'excuse. Kusanagi leur expliqua que Mikoto avait accepté d'être capturé pour que Monokado doive constamment veiller sur lui. Le clan bleu détenait effectivement une bombe à retardement, mais cette situation donnait également au clan rouge la liberté d'opérer à l'extérieur sans être étroitement contrôlé. En entendant cela, les 2 se réjouirent et partirent heureux. Après leur départ, Anna a immédiatement révélé le mensonge de Kusanagi. Profitant du moment de calme, Yashiro a interrogé Kuro sur les hommes obsédés par le feu qui le poursuivaient. Kuro expliqua qu'ils étaient des camarades de ceux qui avaient été tués et qui cherchaient chaque maintenant à se venger. Ils étaient comme les serviteurs d'un roi, tous rassemblés en un ordre. Le roi rouge Mikoto était le roi du 3e ordre, et parmi tous les rois, il était le plus brutal. Yashiro commença finalement à comprendre vaguement. Peut-être avait-il été pris par ce groupe violent pour le meurtrier. Kuro était certain qu'il n'y avait pas d'erreur, ce type, c'est définitivement toi. Je vais vous laisser profiter de votre dernier repas en tant que condamné, et ensuite m'occuper de vous. Pendant ce temps, au port, les membres du clan rouge avaient trouvé les armes cachées dans des caisses d'expédition en suivant les instructions de Kusanagi. C'était l'endroit où le responsable des transactions avait disparu. Il n'est pas le seul à disparaître. Juste à ce moment-là, Fushimi du clan bleu apparut, il avait également trahi le clan rouge. Alors, quand ils se rencontrèrent, leurs yeux rougirent. Après avoir pris soin des 2 membres du clan rouge, Fushimi est immédiatement retourné au clan bleu pour appeler Sari. Kuro continue à parler à Yashiro du système des rois. Il expliqua qu'il y avait 7 rois au total, chacun dirigeant une couleur et possédant des capacités et des pouvoirs extraordinaires. Ce monde était dirigé par le pouvoir des rois eux-mêmes et aucun gouvernement ne pouvait leur résister. Même le premier ministre, le plus important, doit obéir comme un chien qui remue la queue. Sans le pouvoir d'un roi, le Japon pourrait passer du statut de grande puissance à celui de petit état vassal opprimé par d'autres pays. Le roi de l'or exerçait actuellement une grande influence dans le domaine économique et technologique. Son entreprise produisait ses téléphones. Le roi d'or symbolisait la couleur jaune. L'ordre de Mikoto était le roi rouge, symbolisé par le rouge et décrit comme brutal et sanguinaire. Il provoquait fréquemment des bagarres partout et ne craignait personne. Yata, membre du clan rouge, était en train de provoquer les mafiamen. Ces chiens n'arrêtaient pas de les harceler et se faire sermonner par un gamin les mettait en colère.
Les hommes de la mafia ont immédiatement dégainé leurs armes et ouvert le feu, mais comment les balles ont-elles pu atteindre ces jeunes surnaturels? Yada a facilement esquivé, leur a arraché une arme à feu, l'a chauffée avec son pouvoir et a brûlé le front des hommes de la mafia. Kiro a également expliqué pourquoi il chassait Yashiro. Selon le roi Ikajin VIIe, le roi prédécesseur doté de capacités prophétiques, Yashiro, pourrait être le successeur du 7e roi. Mais Ikajin craignait qu'un successeur comme Yashiro, héritant du roi démon, ne soit corrompu et n'entraîne un grand désastre. Il ordonna donc que Yashiro soit éliminé pour éviter une future catastrophe. Après avoir dit cela sérieusement, Kiro a exigé de tuer Yashiro sur le champ. Cependant, Yashiro a refusé et a exigé des preuves concrètes qu'il était le successeur du roi démon. Kiro a ensuite produit la vidéo que le côté de Mikoto avait publiée, mais Yashiro a répliqué, demandant que si c'était vrai et qu'il avait un tel pouvoir, pourquoi fuirait-il le peuple de Mikoto? Cela fit reconsidérer Kiro. Il a également demandé à Yashiro qui était Nico, et Yashiro a répondu qu'il ne la connaissait pas. Kuro réalisa que Nico était un courant, c'est-à-dire quelqu'un doté de super pouvoirs innés qu'aucun roi ne lui accorde. Yashiro a promis à Kuro qu'il prouverait son innocence. En entendant cela, Kuro décida de l'épargner pour le moment, mais prévint que si des germes de crime étaient découverts, il n'hésiterait pas à agir. Le lendemain matin, Kuro, telle une mère diligente s'occupant de 2 enfants, se réveilla tôt et prépara le déjeuner pour tous les 3. C'était la première fois que Yashiro voyait une boîte à bantôt aussi belle et étincelante. Profitant de l'instant, Nico attrapa un morceau mais fut frappé. Yashiro a été soudainement dérangé par un robot de nettoyage, alors Nico est intervenu pour le briser afin qu'il le libère. Kuro se sentait quelque peu irrité parce que Yashiro semblait se concentrer uniquement sur sa vie personnelle sans faire aucun effort pour prouver son innocence. Kuro était déterminé à ne pas quitter Yashiro des yeux, ne serait-ce qu'un seul instant. Pendant le cours, le professeur a demandé qui étaient Kuro et Yashiro a menti en disant qu'il était un élève transféré. Nico est alors soudainement apparu au milieu de la classe, avec l'intention de griffonner sur le visage de Kuro, mais il a été surpris en train de faire preuve d'audace ces derniers temps. Le professeur a de nouveau posé des questions sur cet élève inconnu, et une fois de plus, Yashiro a répondu qu'il était un élève transféré. Alors maintenant, la classe comptait 2 étudiants transférés en une journée. Au déjeuner, Kukuri fut surprise lorsque Yashiro apporta son propre déjeuner, ce qui rendit inutile ses efforts pour lui préparer une boîte supplémentaire. Yashiro saisit l'occasion de flatter Kuro, appelant cela un bento d'amour, ce qui embarrassa tellement Kuro qu'il dégaina son épée, prêt à frapper le gamin sans vergogne. Pendant ce temps, Nico avait fini son propre bento et décida d'en mendier à Kukuri, mais le regretta immédiatement car il était rempli de légumes. Yashiro continua alors sa recherche d'informations, examinant la photo floue de la personne qui lui ressemblait. Mais il n'a pas pu confirmer l'identité. Plus tôt dans la matinée, un camarade de classe avait également trouvé la vidéo et avait conseillé à Yashiro de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Yashiro a dû feindre l'ignorance pour demander le clip. À cette époque, le clan bleu avait découvert des informations sur le criminel recherché par le clan rouge et il l'avait retracé jusqu'à l'école fréquentée par Yashiro. Yashiro réfléchit alors à un moyen de prouver son innocence. Il lui fallait seulement la preuve que lorsque le coupable est apparu dans la vidéo vers minuit, il n'était pas présent sur les lieux. Kuro en doutait puisque personne ne pouvait prouver que Yashiro était resté à l'école toute la nuit. Cependant, Yashiro se souvenait que beaucoup de choses s'étaient produites cette nuit-là, notamment impliquant Miko. Elle avait toujours été à ses côtés, donc elle était sûre qu'il était une bonne personne. Mais Kuro a rejeté l'idée de laisser témoigner une fille aussi maladroite et stupide, insistant sur le fait qu'elle serait considérée comme complice. Yashiro se souvient qu'il était resté tard dans la nuit pour préparer le festival scolaire. Il était donc sûr de pouvoir trouver quelqu'un qui l'avait vu. Après quelques tâtonnements, les 3 réussirent finalement à finir de préparer les costumes pour la pièce, laissant Kukuri anxieux.
Pendant ce temps, le groupe de Mikoto avait également localisé l'école. Yada s'est immédiatement précipité seul, sans attendre aucun plan. Cette nuit fatidique a en effet eu de nombreux événements. Kukuri avait été avoué par un autre étudiant sur la tour lors d'un grand spectacle devant de nombreuses personnes. Elle l'avait rejeté sans hésitation, laissant le garçon en larmes après son premier chagrin. Kukuri avait essayé de l'oublier, mais Yashiro le lui rappelait à nouveau, ce qui l'ennuyait. Mais le véritable objectif de Yashiro était simplement de lui demander si elle l'avait vu traîner là à ce moment-là. Malheureusement, Kukuri n'en était pas sûr, car Yashiro continuait d'apparaître et de disparaître. Après les aveux, le conseil étudiant était intervenu pour régler l'affaire. Yashiro pensait que peut-être le conseil étudiant avait vu son visage, alors il alla demander au président, mais elle ne s'en souvenait pas parce qu'elle ne se souciait pas d'un incident aussi insignifiant. Qui donc, étant si occupé avec le ciel et la terre, prêterait attention à quelqu'un comme Yashiro, sous-entend-elle. Cependant, l'incident a été rapporté dans l'actualité car un incendie important s'était déclaré cette nuit-là. De nombreuses photos avaient été prises par le club de photographie. Mais Yashiro a cherché sans fin sans trouver une seule photo de lui, même pas par accident. Cela a rendu Kuro de plus en plus irrité contre Yashiro, avertissant que s'il ne pouvait pas trouver de preuves bientôt, il agirait certainement. Plus tard, Kukuri a demandé à Kuro de l'aider à porter certaines affaires jusqu'au bureau de la faculté. En entendant cela, Yashiro se souvint d'une autre chance. Il a demandé au professeur de voir la liste des élèves qui étaient sortis ce jour-là, mais son nom n'y figurait pas. Cela prouvait qu'il n'avait jamais quitté l'école ce soir-là et ne pouvait donc pas en être le coupable. Le soulagement qu'il ressentait était immense. Toute personne souhaitant entrer sur l'île devait passer par le système de portail automatique. Donc, si le nom de Yashiro n'était pas sur la liste, cela signifiait qu'il était toujours sur l'île. Après cela, Nico a demandé à manger puisque c'était l'heure du repas et Yashiro est allé acheter au distributeur automatique. Mais Kukuri a dû l'acheter à la place parce que Yashiro avait encore une fois oublié le téléphone de paiement fourni par son école. Kuro a demandé à Kukuri s'il était possible de quitter l'île sans téléphone. Et Kukuri a révélé que Yashiro n'avait pas du tout besoin de la porte principale, il avait sa propre voie de sortie. Kuro était sur le point de dégainer son épée pour frapper, mais Yashiro supplia de lui donner une autre chance. Kuro pensait qu'il essayait de se transformer en blague, mais Nico est intervenu pour protéger Yashiro. Les voir se protéger adoucit Kuro, lui rappelant son propre ancien maître, qui l'avait également protégé de cette façon. Il ne pouvait pas se résoudre à attaquer. Yashiro disait en effet la vérité. Beaucoup de choses s'étaient passées cette nuit-là. Soudain, Kukuri se souvient avoir rencontré Yashiro dans le gymnase à exactement 12h30 cette nuit-là. Ensemble, ils avaient découvert le trou géant dans le plafond et elle avait même secrètement pris une photo de lui et l'avait mise comme papier peint. De là, Kuro a conclu que Yashiro était innocent, qu'il ne pouvait en aucun cas voyager de la scène du crime à l'école en moins d'une heure. Yashiro et Nico se sont réjouis en dansant ensemble, tandis que les trois retournaient se concentrer sur leurs devoirs. La classe entière était étonnée de voir à quel point les progrès étaient devenus plus rapides sous la direction de Kuro. Cependant, lorsque Yashiro rentra chez lui pour se détendre, il découvrit une chemise tachée de sang dans son placard. Les souvenirs de cette nuit lui revinrent soudainement, l'amenant à se demander s'il pouvait réellement être le coupable sans même le savoir. Nico revint de façon inattendue, et même si Yashiro essayait de rester calme, il était intérieurement terrifié. Nico sentit également son malaise, mais ne dit délibérément rien. Pendant ce temps, deux membres du clan rouge, Yada et Rikyo, sont venus à l'école, mais ont été bloqués à la porte car ils avaient besoin d'un PDA pour entrer. Le lendemain, le festival scolaire était en cours et Kuro prit la direction, organisant tout le monde pour l'événement. Voyant la manche de Kukuri déchirée, Kuro proposa gentiment de la recoudre, tandis que Yashiro restait assis, hébété, incapable de croire que même après avoir prouvé son innocence,
Il pourrait toujours être le véritable coupable. Pourquoi, alors, y avait-il une chemise ensanglantée dans son placard? Pourtant, Yashiro a mis cette pensée de côté, essayant d'agir normalement avec ses amis. Le clan bleu avait également organisé une visite à l'école pour confirmer l'identité de Yashiro. Sari a demandé à Fushimi de l'accompagner pour vérifier et, bien qu'un peu réticent, il a obéi aux ordres. Yada et Rikyo avaient agressé 2 étudiants avec leur téléphone et les avaient utilisés pour se faufiler. Une fois à l'intérieur, ils sont allés poser des questions sur Yashiro, mais personne ne le connaissait. Personne n'aurait pu deviner que Yashiro et les 2 autres s'étaient déjà faufilés par le passage secret pour rejeter d'autres feux d'artifice pour remplacer ceux perdus pendant la nuit où ils avaient été pourchassés. À ce moment-là, la délégation du clan bleu est également arrivée et a négocié avec le directeur, promettant de ne pas causer de problème tant que l'école fournirait des informations sur Yoshiro. Dans le cas contraire, Seri intensifierait l'affaire légalement. Le directeur hésitait car les Bleus recherchaient un élève sans même connaître son nom. Seule son apparence vague rendait la tâche extrêmement difficile. Soudain, Fushimi sortit. Pendant ce temps, les 2 membres du clan rouge rôdaient toujours à la recherche de Yashiro sans succès. À un moment donné, Fushimi et les 2 se sont presque croisés, séparés seulement par une fontaine. Fushimi s'est ensuite rendu au conseil étudiant, a drogué un membre et a utilisé son autorité pour comparer les dossiers des étudiants avec le coupable de la vidéo. En attendant les résultats, Fushimi remarqua Yada et Rikyo en train d'intimider 2 filles. Yada a refusé de laisser Rikyo élever la voix contre les filles, menaçant de le battre s'il le faisait après tout. Yada n'avait interrogé que des garçons tout le temps. Rikyo se méfia du comportement étrange de Yada. À ce moment-là, Fushimi apparut et se moqua du vieux faible de Yada pour les filles, une faiblesse qu'il n'avait jamais ébranlée. Yada était furieux contre le traître, déclarant qu'il n'était même pas digne de prononcer son nom. Fushimi ignora cela, disant qu'il était simplement différent d'eux, donc partir avait été naturel. Il était seulement curieux de savoir comment les 2 avaient réussi à se faufiler alors que la sécurité ici était si stricte. Fushimi n'arrêtait pas de provoquer Yada, l'appelant par ce nom détesté, ce qui ne faisait qu'alimenter sa rage. Rikyo essaya de retenir Yada, lui rappelant que toute erreur rendrait tous les efforts de Mikoto inutiles. Yada se calmait un peu, mais Fushimi continuait d'insulter Mikoto, poussant Yada à bout. Incapable de le supporter plus longtemps, Yada se lança dans la bataille, des flammes s'allumant autour de lui alors qu'il tournait comme une tornade et frappait. Fushimi bloqua avec des techniques d'épée précises, et les 2 s'affrontèrent furieusement, échangeant coup sur coup sans qu'aucun des 2 ne prenne le dessus. Yada se moquait du fait que Fushimi était devenu plus faible, mais en réalité, Fushimi n'avait fait que devenir plus fort, maniant à la fois le pouvoir du feu rouge et bleu contre l'acier. Le combat s'est intensifié jusqu'à ce que Fushimi lance 3 poignards, déséquilibrant Yada et le coupant de ses flammes. Rikyo tenta d'intervenir, mais 2 autres lames volèrent, le forçant à reculer. Yada rassembla toutes ses forces, le feu autour de son corps flamboyant violemment, quand soudain Seri, vice-commandant des Bleus et bras droit de Munakata, arriva pour arrêter la bataille. Elle leur a rappelé que leur but ici n'était pas de se battre. Reconnaissant Yada comme le commandant d'avant-garde du roi de sang, surnommé le Death Skater, Seri se présenta à son tour comme la tristement célèbre Sierre sans cœur. Seri a demandé qu'il se retire pacifiquement, mais Yada était trop enragée pour écouter jusqu'à ce qu'elle révèle que Mikoto était bel et bien vivant. Sa plus grande préoccupation quotidienne était simplement de savoir si la nourriture était bonne ou mauvaise. Yada a cédé, réprimant sa fureur et quittant les lieux. Fushimi, cependant, a été réprimandé pour avoir provoqué des conflits et infiltré les dossiers scolaires. Malgré tout, Sari a demandé quelles informations il avait découvertes. Avant de partir, Yata décida d'interroger une personne de plus, cette fois déterminée à demander à une fille pour ne plus se moquer de lui. Celle qu'il s'est approchée était Kukuri, mais elle lui a dit qu'elle ne se connaissait pas du tout la personne sur la photo.
Fushimi, incapable de localiser Yashiro et le système interne de l'école, commença à soupçonner que le coupable se déguisait simplement en étudiant. Pendant ce temps, Mikoto avait été en proie à des rêves étranges. Il y détruisit des lieux dans un incendie si intense qu'il menaçait de se consumer lui-même. Il rêvait même du visage de celui qui avait tué son camarade. À ce moment-là, le groupe de Yashiro s'était arrêté à un restaurant parce que Nico criait qu'elle mourait de faim. Mais Yashiro restait distrait, piégé dans l'idée qu'il pourrait vraiment être le coupable. Parmi d'innombrables personnes, une seule avait une photo de lui. Kuro ne l'avait toujours pas complètement innocenté comme suspect si Yashiro n'était pas le tueur. Ensuite, il a dû découvrir qui l'avait piégé. Alors que Yashiro regardait autour du restaurant, il remarqua les murs couverts de photos de clients réguliers. Même le groupe de Kyukuri avait sa photo là-haut, mais son propre visage était absent. Le propriétaire l'a reconnu comme un habitué, mais a été tout aussi surpris qu'aucune photo de lui n'existe. Au même moment, Sari visitait Kusanagi. Cette fois, elle n'était pas vêtue de son uniforme rigide habituel, mais se présentait comme une femme raffinée. Elle était ennuyée que Kusanagi ait révélé son surnom de sorcière sans cœur à ce gamin. Mais elle n'était pas venue seulement pour boire. Sari s'est dit préoccupée par le pouvoir croissant de Mikoto s'il perdait à nouveau le contrôle. La carte du Japon elle-même devra peut-être être redessinée. Kusanagi répondit que c'était exactement pourquoi Mikoto avait recherché le clan de Monokata. Il voulait simplement passer une nuit de sommeil paisible sans se soucier du danger qu'il représentait. Kusanagi a ensuite parlé d'un ami que lui et Mikoto avaient autrefois profondément respecté, maintenant perdu pour eux. Il y a 8 ans, cette personne était dévouée à Mikoto, voulant seulement devenir son serviteur lorsque Mikoto deviendrait roi. Une fois, il avait été battu dans la rue et hospitalisé, tel était le prix à payer pour être proche de quelqu'un d'aussi puissant que Mikoto. Mikoto était parti en trombe pour affronter l'attaquant, mais le garçon lui avait plutôt demandé de se gratter la jambe. Curieusement, le violent Mikoto a en fait accepté, même s'il a quand même frappé le jeune bandé une fois par la suite. Pendant tout cela, Yashiro était toujours aux prises avec son identité, ses souvenirs flous et incomplets. Kuro a suggéré d'appeler Kyukuri pour confirmer, mais Nico a agi de manière suspecte, refusant de le laisser appeler, insistant pour qu'il revienne et lui demande directement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, elle a selon tout répondu qu'elle n'aimait pas ça, puis s'est transformée en chat et est partie. Lorsque Yashiro a appelé Kukuri, elle a soudainement affirmé ne pas savoir qui il était et qu'elle n'avait jamais rencontré personne portant ce nom. Son ton n'était pas une plaisanterie, ce qui provoqua immédiatement des doutes entre eux. Kuro devint de plus en plus méfiant et voulut retourner à l'école pour vérifier. Yashiro a essayé d'appeler chez lui, mais l'opérateur a signalé que le numéro qu'il avait composé n'existait pas. Il se demanda s'il avait mal composé le numéro ou s'il mentait lui-même. Kuro pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec sa tête. En repensant à 3 ans plus tôt, Mikoto était à cette époque un roi inégalé dont le pouvoir était absolu. Dans l'organisation se trouvait un homme nommé Tatsuka, le même Tatsuka qui avait été tué. Au sein du clan rouge, Tatsuka était joyeux, vif et gentil, un peu comme Yashiro maintenant. Ce n'était pas un combattant, mais tout le monde l'aimait comme un membre de sa famille. Bien que fragile, il aspirait sincèrement à devenir le subordonné de Mikoto, estimant que la force de Mikoto n'était pas destinée à la destruction mais à la protection des autres. Mikoto se souvenait de la façon dont Tatsuka l'invitait constamment à manger une soupe thaïlandaise. Après quelques années, Mikoto était devenu roi et jusqu'à il y a 3 mois, tout était encore vivant et ordinaire. Tatsuka avait de nombreux passe-temps et il venait même d'acheter un nouvel appareil photo. Il jouait souvent de la guitare et chantait pour tout le monde. Pourtant, Tatsuka avait été assassiné sous leurs yeux il y a seulement 1 semaine, laissant Yada dans un chagrin insupportable. Kusanagi avait rendu l'appareil photo de Tatsuka à Mikoto. Au même moment, Yashiro et Kuro retournèrent à l'endroit où Yashiro
appelait autrefois sa maison pour découvrir que ce n'était qu'un terrain de sport. Yashiro a commencé à douter s'il était vraiment Yachiros ou si Yashiro n'avait même jamais existé. Plus il essayait de se souvenir, plus sa mémoire devenait vide. Désespéré, il demanda à Kuro de mettre fin à ses jours, car son existence semblait dénuée de sens si personne au monde ne se souvenait de lui. Kuro se prépara à frapper, mais ensuite les paroles de son défunt maître Ikaijin ont refait surface, le guidant. Kuro décida que Yashiro devait se battre pour découvrir sa véritable identité. Il devait percer les secrets de tout avant de prendre une décision. Kuro ne se permettrait pas de choisir aveuglément alors que tant de choses restaient inconnues. Yashiro a été profondément ému par ces paroles. À ce moment-là, les projecteurs sur le terrain s'allumèrent et le clan bleu les entoura, ordonnant leur capture. Kuro refusa, alors Sari ordonna à ses hommes de dégainer leurs lames. Caché à proximité, Nico est soudainement apparu et a jeté une illusion, transformant le terrain en une ville animée pour les aider à s'échapper. Les bleus tombèrent dans la confusion, mais Seri réalisa rapidement que tout cela n'était qu'une illusion. Alors que Nico était sur le point de faire sortir les deux hommes, Seri les intercepta. Kuro s'avança pour se battre, déclarant qu'il ne dégainerait même pas son épée. Cette lame n'était pas destinée à tuer des gens comme Seri. Même sans dégainer son arme, il était capable de se battre à égalité contre elle, la forçant dans une situation difficile. Fushimi a immédiatement signalé l'affrontement à Munakata. À ce moment-là, l'épée de Damoclès apparut dans le ciel, brisant l'illusion. De loin, Munakata s'approcha lentement, invoquant sa propre épée tout en défaisant progressivement la barrière. D'un seul coup de pied, il dissipa le pouvoir de Nico, la forçant à reprendre sa forme normale. Munakata a expliqué ses capacités, la reconnaissant comme une souche mystérieuse dont les illusions représentaient un danger extrême. Kuro résolut de rester derrière et de leur faire gagner du temps. Nico accepta, entraînant Yashiro. Lié par son propre code, Kuro refusa de dégainer son épée. Monokata le pressa, essayant de le forcer à se lancer dans un duel total. Il n'a même pas pris la peine de dégainer sa propre lame, mais a plutôt attaqué avec l'épée Furo. Sans armes, Kuro n'avait aucune chance contre le roi et fut rapidement vaincu, laissé impuissant. Alors qu'il fuyait, Yashiro s'est soudainement arrêté et a regardé en arrière pour une raison quelconque. Monokata avait plaqué Kuro au pied, le ridiculisant à propos de son ancien maître. Il méprisait le défunt maître de Kuro, le qualifiant d'échec indigne d'être roi, affirmant que son existence n'avait fait que déstabiliser l'équilibre des pouvoirs entre les rois, une tâche perpétuelle aux yeux de Monokata. Et maintenant, Kuro a volontairement choisi de devenir un pion pour Yashiro, croyant qu'il serait le nouveau roi. Monokata soupçonnait Yashiro d'être un intrigant, conscient que Kuro resterait à ses côtés jusqu'au moment du jugement. Et ainsi Yashiro pourrait simplement utiliser Nico pour tromper Kuro, le gardant proche en tant que protecteur. Peut-être qu'il n'était que des pièces sur l'échiquier de Yashiro, même Kuro lui-même le savait, mais il continua. Kuro était avec Yashiro depuis assez longtemps pour comprendre sa nature. Soudain, Yashiro se retourna, ne voulant pas abandonner ses amis. À ce moment-là, il s'excusa auprès de Kuro pour avoir menti. Il invoqua l'épée du roi et lança un coup. L'épée de Yashiro brillait en blanc, sa puissance étant égale à celle de Munakata. Munakata leva la main pour bloquer, mais n'y parvint pas. Pourtant, ce n'était qu'une feinte destinée à donner à Kuro une ouverture pour percer et s'échapper. Bientôt, il brisa les défenses du clan bleu et s'enfuit dehors. Seri a ordonné à Fushimi d'appeler la police. Les trois se cachèrent dans une ruelle, même si l'état de Kuro semblait mauvais. Yashiro a révélé que le combat précédent n'était qu'une illusion créée par Nico. Kuro expliqua que la capacité de Nico n'était pas seulement de créer des illusions, mais aussi de manipuler la mémoire, insérant de la familiarité dans l'esprit des autres dès leur première rencontre. L'acceptation de Yashiro à l'école était l'œuvre de Nico. Elle avait modifié la mémoire de ses camarades de classe, et même la sienne. Maintenant, Yashiro la suppliait de restaurer ses vrais souvenirs afin qu'il puisse savoir s'il était vraiment celui que Kuro recherchait.
Kuro l'a exhorté à réfléchir attentivement, mais Yashiro était prêt à assumer la responsabilité de tout ce qu'il avait fait. Revenant à la nuit en question, Nico se trouvait dans la salle d'équipement lorsque Yashiro est tombé directement du ciel dans le gymnase de l'école. Elle l'a trouvé et en voyant son sourire, elle s'est sentie en sécurité. Nico avait revendiqué Yashiro, lui donnant un faux souvenir et un nom. Lorsque Kyukuri se précipita au son, elle vit Yashiro mais n'avait aucune idée de qui il était. Nico avait utilisé son pouvoir pour implanter Yashiro dans les souvenirs de ses camarades de classe et même dans ses propres souvenirs. Mais c'est tout ce que Nico lui a montré. Naturellement, Yashiro voulait en voir plus. Nico voulait qu'il lui promette que s'il voyait la vérité, il ne la quitterait pas. Yashiro a promis et elle a révélé qu'avant ce moment, il avait été expulsé d'un dirigeable et était tombé directement dans le djinn. Yashiro voulait savoir qui était cette personne. Alors qu'il regardait vers le ciel, le dirigeable réapparut. Le lendemain matin, ils se trouvaient tous les trois dans un champ ouvert, respirant l'air frais. Yashiro a déclaré que même si tant de choses étaient fausses, le temps qu'il avait passé avec tout le monde était réel et qu'il le chérissait. Accompagné de ses deux amis, il est retourné une dernière fois sur le pont menant à l'école pour lui dire adieu, car c'était autrefois un endroit qu'il appelait chez lui. Il s'est juré de porter les souvenirs de cet endroit dans son cœur. Bien que son passé soit encore flou, il a juré de le découvrir le plus tôt possible. Kuro les a exhortés à partir avant que le clan bleu ne découvre leur emplacement. Les trois décident alors de vivre librement, joyeusement et sans retenue. Le clan de Monokata avait déjà fait de la capture de Yashiro sa priorité absolue. La difficulté était que Yashiro avait deux compagnons suspects et personne n'aurait pu imaginer qu'ils échapperaient même à l'emprise de Monokata. Ils avaient même dépassé Fushimi, le plus grand poursuivant, ne laissant aucune trace sur les cartes de surveillance. Monokata était certain qu'il n'était pas du genre à reculer facilement. Soudain, Fushimi a frappé pour signaler qu'une équipe de recherche avait été hackée, leur PDA volé, et la victime a identifié l'agresseur comme étant Kuro. Munakata comprit qu'il s'agissait d'un message et ordonna à Fushimi de vérifier. En effet, un bout de papier portant le numéro 14 a été retrouvé. Fushimi, Seri et Monokata attendaient en silence. À l'heure convenue, Yashiro appela. Il avait caché son emplacement afin qu'il ne puisse pas le retrouver. Yashiro a exigé que Monokata lui dise qui était à bord du dirigeable, car cet homme était le véritable coupable du meurtre de Tatsuka. Yashiro voulait négocier avec Monokata que s'il capturait la personne sur le dirigeable, alors Yashiro se montrerait. Monokata ne voulait pas être d'accord, car personne ne pouvait être certain que les deux autres ne viendraient pas sauver Yashiro. Munakata a délibérément calé, parlant en rond pour donner à l'équipe de Fushimi plus de temps pour les retrouver. Juste au moment où Yashiro pensait que la négociation avait échoué, un instant plus tard, Munakata changea d'avis, puisque Fushimi Sampi avait déjà retracé l'emplacement de Yashiro, et Monokata continuait de gagner du temps pour que ses hommes emménagent. Monokata a soudainement accepté de capturer le roi d'argent, Adolphe, qui était également le premier roi, en échange du groupe de 3 d'Yashiro se montrant quand il le souhaitait, et c'est à condition que tous les 3 apparaissent ensemble. Cependant, contrairement aux propos de Monokata, Fushimi avait déjà amené des hommes près du camion où se cachait le groupe de Yashiro. Ses subordonnés étaient hésitants, craignant de ne pas pouvoir vaincre le peuple de Yashiro. Furieux, Fushimi craqua, se demandant pourquoi il devait même traîner ce groupe inutile avec lui. Puis leur révéla que Yashiro n'avait même pas de réel pouvoir, donc ils n'avaient rien à craindre. Ils ont pris d'assaut le camion, mais en l'ouvrant, le groupe de Yashiro était introuvable. Il ne restait qu'un téléphone et un chargeur portable. Yashiro les avait laissés derrière lui pour tromper Sceptre 4 et leur donner le temps de s'échapper. À ce moment-là, ils s'étaient déjà tous les 3 glissés vers un ferry sur la rivière, et c'est Kuro qui avait détecté le danger et les avait sauvés. Heureusement, il avait une forte idée de la nature rusée de Monokata et était resté sur ses gardes. Les 3 ont décidé de passer à leur prochaine destination.
N'ayant pas réussi à capturer Yashiro, Monokata a décidé d'honorer l'accord et s'est concentré sur l'appréhension du Silver King. L'état d'urgence a été déclaré, mobilisant une force inhabituellement importante, ce qui est rarement vu. Ils avaient déjà envoyé 3 messages au Silver King, mais n'avaient reçu aucune réponse. Munakata a seulement exigé que la procédure soit respectée. Sari a suggéré qu'il devrait d'abord demander la permission au roi d'or. Mais Munakata savait qu'il n'approuverait jamais, alors il a insisté pour capturer d'abord et faire rapport plus tard, prêt à assumer lui-même l'entière responsabilité. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il irait si loin, Munakata a clairement indiqué que ce n'était pas à cause de son accord avec Yashiro, mais parce qu'il soupçonnait déjà que Silver King était impliqué dans plusieurs incidents récents et affichait un comportement suspect. La route du dirigeable était fixée depuis longtemps, mais dernièrement, elle avait changé de façon erratique, signe clair de quelque chose d'inhabituel. Au début, Monokata pensait qu'il s'agissait simplement d'un déroutement, mais comme il avait des contacts au bureau de contrôle aérien, il leur a demandé de vérifier. Les dirigeables ne changent de cap que s'il y a un incident à bord. Alors, qu'est-ce qui faisait que celui-ci changeait de cap si fréquemment ? De plus, la nuit précédente, il avait été aperçu en vol stationnaire près du stade où il s'était battu, et l'un de ses itinéraires passait également par le lieu du meurtre de Tatsuka. Munakata a alors ordonné à toute son escouade de procéder à l'arrestation du Silver King, accusé d'implication dans la mort de Tatsuka, membre du clan de Mikoto. Pendant ce temps, Nico espionnait les mouvements du Sceptre 4. Bientôt, les hélicoptères ont décollé et se sont pleinement déployés. Une unité s'approcherait du dirigeable et son capitaine émettrait un avertissement. S'il n'y avait pas de réponse au bout de quelques minutes, ou si la capture échouait, ils ouvriraient le feu sans retenue. Le roi d'argent, voyant arriver les visiteurs, était déjà prêt à les accueillir. Il attrapa immédiatement la jeune fille dans ses bras et dansa quelques pas avec elle en guise de salutation moqueuse, puis la jeta de côté, la laissant étaler sur le sol. Yashiro et Kuro avaient déjà détourné l'un des hélicoptères du Sceptre 4. Kuro a interrogé Yashiro sur l'identité de ce premier roi. Même Kuro ne l'avait jamais rencontré, il avait seulement entendu parler de lui par Ikaijin. Parmi les 7 rois, il était spécial comme le roi d'or. Cet homme s'appelait le roi d'argent et était entouré de mystères. Grâce à lui, même le roi d'or, le souverain de la finance, n'a été classé que 2e. Le roi d'argent régnait sur les cieux et était considéré comme le chef des rois, tandis que le roi d'or régnait sur la terre. À ce moment-là, Nico a malicieusement allumé le projecteur partout, ce qui lui a valu les réprimandes de Fushimi. Kuro craignait qu'une fois qu'il se serait rapproché du dirigeable, il serait difficile de se séparer des autres. Nico, trop impatient, poussa les commandes vers l'avant, envoyant leur hélicoptère chargé directement vers le vaisseau du Silver King. Juste avant la collision, le Silver King a fait exploser tout son dirigeable et l'hélicoptère de Yashiro s'est écrasé dessus, créant une explosion massive. Personne ne savait que le Silver King s'était déjà enfui sain et sauf vers un autre endroit. Il y a 10 ans, le roi d'argent servait encore dans l'armée, menant des expériences pour découvrir la nature des pouvoirs possédés par les rois actuels. Dans l'une de ces expériences, ils ont créé un labyrinthe miniature et y ont placé un rat de laboratoire. Alors que le roi d'argent lui insufflait du pouvoir, le rat invoqua une épée et se précipita à travers le labyrinthe. Il a utilisé ce pouvoir pour s'échapper facilement et étonnamment, il est devenu un leader que les autres rats ont suivi. L'influence des rats habilités s'est étendue aux autres, tout comme elle pourrait s'étendre aux humains. La raison en était que ce pouvoir fonctionnait comme un champ magnétique entourant leur corps, et le résultat était la formation d'une escouade de super soldats. Même le Gold King a été stupéfait par l'expérience. Cependant, la puissance était trop grande et le labyrinthe a explosé. Le roi d'argent avait une sœur qu'il aimait beaucoup et toutes deux étaient parrainées par l'armée pour ses expériences. Le roi d'argent n'a jamais beaucoup aimé le roi d'or puisque ce dernier ne pensait qu'à la guerre. Mais sa sœur l'a forcé à se taire
car lorsqu'il s'agissait de finances, de telles choses étaient inévitables. Le roi d'or semblait également entretenir des sentiments pour sa sœur. Mais plus tard, le roi d'argent l'a perdit dans une guerre provoquée par le pouvoir même qu'il chérissait autrefois. Il en est venu à considérer cela comme une terrible erreur. À la fin de la guerre, il a tout abandonné, a pris son dirigeable et a couru depuis, rompant même ses anciens liens avec le roi d'or. Aujourd'hui, après la chute du dirigeable, beaucoup de gens pensaient encore qu'il s'agissait du vaisseau d'un culte ou d'une force sacrée, mais la vérité était que cela n'avait rien de remarquable. Peu de temps après, les lapins du Sceptre 4 ont bouclé le site de l'accident, mais aucun corps n'a été retrouvé dans le cockpit de l'hélicoptère abattu. Au lieu de cela, les 2 personnes qui auraient dû se trouver à l'intérieur ont été découvertes inconscientes à proximité. Dans l'école où Yashiro avait séjourné, même si leurs souvenirs avaient été altérés, certains camarades de classe sentaient encore qu'il manquait quelque chose, comme s'il y avait toujours eu quelqu'un qui les aidait pour les choses importantes, mais ils ne pouvaient pas se rappeler qui. Kukuri n'avait plus de sentiments pour Yashiro, mais pour Mishina, le garçon qui lui avait avoué au sommet de la tour. Les préparatifs du festival n'étaient pas encore terminés et les étudiants ont discuté de l'utilisation d'un dortoir vide comme espace de stockage. Kukuri, regardant le distributeur automatique au rez-de-chaussée, ressentit un vague sentiment de familiarité. Lorsque les anciens amis proches de Yashiro visitaient sa chambre, ils avaient tous l'impression que quelqu'un de profondément familier y avait vécu autrefois, mais personne ne pouvait le nommer. Ils parlaient de ce garçon, mais ne parvenaient pas à se rappeler qui il était. À cette époque, Munakata cherchait à parler au roi de l'or, souverain de la finance. Le roi d'or se tenait devant le cercueil où dormait le roi d'argent. Leur salut fut bref, presque cordial. Le roi d'or a ensuite entraîné Munakata dans un plan cosmique, invoquant son épée et conjurant des planètes pour l'attaquer. Il a exigé de connaître le but de Monokata. Monokata a expliqué qu'il était venu uniquement pour parler, alors leur affrontement s'est arrêté. Il voulait examiner le corps présumé du Silver King, car c'était le Gold King qu'il avait trouvé sur le lieu de l'accident. Le roi d'argent avait vécu immortellement pendant une demi-vie sans jamais mourir. Sa mort soudaine était donc suspecte. Voyant l'aura oppressante du roi d'or rayonner dans toutes les directions, Munakata comprit et se retira. Pour l'instant, il ne pouvait pas s'opposer à lui, car le pays avait encore besoin du roi de l'or. Pendant ce temps, Mikoto était dans sa cellule lorsqu'un téléphone est soudainement apparu et a commencé à sonner sans arrêt. Au bout du fil, quelqu'un prétendait avoir tué Tatsuka, un renard masqué. Cette silhouette se trouvait dans l'ancien dortoir de Yashiro. Il se moqua et se jeta sur Mikoto, tentant même de harceler Hana. À la mention d'Hana, les yeux de Mikoto s'ouvrirent brusquement. Saisissant l'instant, l'esprit du renard se précipita dans le corps de Mikoto, essayant de s'emparer de son énergie. Mais ce à quoi il ne s'était pas attendu, c'était que Mikoto retournait l'énergie sur lui, libérant une force colossale qui terrifiait le renard, le forçant à fuir effrayé. Le pouvoir de Mikoto a chassé le renard masqué dans l'ancienne chambre de Yashiro, où il a éclaté en une explosion massive. Par la suite, Mikoto a brisé ses attaches et s'est évadé de prison. Hana, le sentant, comprit immédiatement que Mikoto revenait, son corps flamboyait comme une flamme vivante et il incinéra la prison, provoquant une autre explosion colossale. Sceptre 4 a essayé par tous les moyens de l'arrêter, mais rien n'a fonctionné. Sari a mobilisé toute l'unité pour lui barrer la route, lui lançant des techniques, mais le feu écrasant de Mikoto les a brûlés. Son équipe fut écrasée sous sa puissance, mais fut épargnée de dégâts encore plus graves lorsque Fushimi enfonça rapidement ses couteaux dans le sol, diffusant l'impact des flammes. Tremblant, Fushimi attrapa son épée, mais ses forces étaient déjà épuisées. Quiconque tentait de se mettre en travers du chemin de Mikoto était balayé et vaincu par son pouvoir. Calmement, sans relâche, Mikoto continuait son chemin, car une fois qu'il avait décidé de bouger, personne ne pouvait l'arrêter. Dehors, tout le clan rouge attendait déjà.
Il savait que cette décision signifiait que Mikoto avait trouvé celui qui avait tué son camarade. Fushimi, quant à lui, a empêché Sceptre 4 de poursuivre. Avec son équipe à ses côtés, Mikoto se dirigea vers l'école pour affronter Laplan. À l'intérieur de l'école, Kukuri jeta un coup d'œil à l'extérieur et vit l'épée de flamme de Mikoto suspendue dans les airs. Une explosion tonitruante secoua le campus alors que Mikoto franchissait la porte de sécurité. Les étudiants ont paniqué et ont crié alors que le clan rouge faisait irruption. Mikoto a lancé une boule de feu qui a coupé la tour de l'horloge en deux, gelant tout le monde sur place. Kusanagi, tenant un mégaphone, a assuré aux étudiants qu'il recherchait uniquement le garçon de la vidéo, que personne d'autre ne serait blessé, et a demandé leur coopération. Le gang s'est séparé pour fouiller. Mikoto donna ses ordres, puis partit seul. Les membres de Hamra ont juré de ne pas blesser les innocents, mais leur attitude de voyous se déplaçant avec des battes et des cornemuses n'inspirait guère confiance. Leur arrogance a laissé les étudiants trop effrayés pour résister, mais aussi peu disposés à aider. Kusanagi a dit à ses hommes d'improviser si quelqu'un ripostait, mais absolument d'éviter de blesser des innocents. Aucune violence n'est autorisée. Les 4 forces du sceptre sont arrivées, alors Kusanagi a redéployé son peuple, renforçant le contrôle des portes. Anna travaillait constamment, cherchant l'emplacement de l'intrus, mais ne parvenait toujours pas à le trouver. L'équipe de Fushimi a été arrêtée à l'extérieur. Puis, mystérieusement, le son d'un miaulement de chatte et la voix de Nico résonnèrent. Pendant ce temps, Seri baissa la tête, s'excusant auprès de Munakata d'avoir laissé Mikoto s'échapper. Mais Munakata ne lui en a pas voulu. Après tout, Mikoto était le 3e roi. Munakata soupçonnait déjà le but de Mikoto de venir. Si le véritable coupable était un autre roi, les choses seraient compliquées. Le roi incolore, le 7e roi, avait une existence bizarre. Chaque génération possède un pouvoir extraordinaire et imprévisible. Le 7e roi était comme un farceur dans un jeu de cartes, incontrôlable. Monokata ne fit aucun geste pour intervenir, car il savait que le nouveau roi incolore, Ichiro, ferait inévitablement face à Makoto. Puisque les deux étaient des forces dangereuses et volatiles, il serait préférable de les laisser se détruire, laissant Monokata profiter en tant que tiers. Soudain, la neige commença à tomber du ciel nocturne. À ce moment-là, Anna a escaladé une falaise rocheuse pour atteindre Mikoto, mais a glissé. Il l'attrapa, l'attirant à ses côtés, la laissant se reposer à côté de lui. À ses yeux, les gens ne pouvaient être reconnus que par leur couleur, et la couleur de Mikoto était la plus belle de toutes. Elle n'avait pas encore trouvé l'ennemi caché, mais pensait que tôt ou tard, la russe tomberait dans le piège. Il n'y avait donc pas lieu de désespérer. À l'école, Omura avait désormais complètement pris le contrôle. Tous ceux qui tentaient de s'échapper étaient capturés et forcés de rentrer à l'intérieur. Kusanagi a averti Yada de ne pas être aussi tête baissée. Il savait que Yada voulait tuer Fushimi, mais lui a dit d'endurer pour le moment. Fushimi avait parlé un jour de son départ pour Yada. Il a dit qu'il démissionnait parce que les actions d'Omura étaient enfantines et qu'il en avait assez de leur symbole de fierté. Cela a plongé Yada dans une frénésie, surtout lorsque Fushimi a brûlé son tatouage Omura avec ses propres flammes juste devant lui. Fushimi s'est moqué d'eux parce qu'ils possédaient des pouvoirs spéciaux tout en se comportant comme des enfants braillards. Même maintenant, chaque fois que Yara se souvenait, la cicatrice ou ce tatouage le démangeait de rage. Mais sans ordre, il ne pouvait toujours pas bouger. Kusanagi est ensuite allé retrouver Mikoto pour se confier sur Tatsuka dans le passé. Et il réalisa que depuis le tout début, seul Tatsuka avait vu quelque chose de différent chez Mikoto et lui faisait confiance, alors que tout le monde le considérait comme une bombe à retardement. Kusanagi n'aurait jamais pensé non plus qu'être avec Mikoto et tout le monde lui apporterait autant de joie. Soudain, Kusanagi a appelé Anna pour qu'elle l'accompagne afin que Mikoto puisse s'occuper de ses propres affaires, car il avait un invité qui l'attendait non loin. Et cette personne n'était autre que Monokata. Les deux ont eu une conversation et Monokata voulait que Mikoto retire ses forces et lui laisse Yashiro. Cependant, Mikoto refusait toujours.
Quel que soit l'accord proposé par Monokata, il l'a refusé. Monokata pensait que si Mikoto libérait à nouveau son pouvoir, une catastrophe se produirait et des milliers d'innocents mourraient. Mais Mikoto voulait simplement s'occuper de ses propres affaires et rester seul comme il l'avait toujours été. Monokata, le considérant toujours comme un ami, demanda une fois de plus si Mikoto en était vraiment certain. Mikoto était complètement résolu dans sa décision. Le groupe de Yashiro, à ce moment-là, venait de rentrer dans sa cachette temporaire pour découvrir qu'elle avait été vandalisée et incendiée, un inconnu ayant creusé un trou dans le sol. Ils avaient déjà entendu la nouvelle de l'école et ils savaient que s'y infiltrer serait presque impossible puisque le clan bleu et le clan rouge avaient tout verrouillé. Dans le pire des cas, l'île entière pourrait devenir un champ de bataille. Il ne savait pas encore quoi faire, alors Yashiro pensa écouter les mots qu'Ikkaijin, le maître de Kuro, avait laissés derrière lui. Cependant, Kuro pensait que ce qu'il devait faire était déjà clair. Ils iraient ensemble pour sauver Kyukuri et les autres. Mais pour ce faire, ils devaient d'abord découvrir où elle et les autres étaient détenus. Miko ne voulait pas y aller, mais elle le suivit à contre-cœur après que Yashiro l'ait persuadé. Le lendemain matin, Yata appelle Kusanagi pour demander des renforts. Mikoto réfléchissait toujours à ce que Munakata avait dit la nuit précédente. Il ne savait pas exactement quels ordres il devait donner. Mais soudain, il se leva et quitta la pièce, surprenant tout le monde. Du côté de Munakata, même le clan bleu ne savait pas quoi faire. Soudain, de la fumée noire a été détectée à l'intérieur de l'école et Munakata n'a eu d'autre choix que d'ordonner à ses forces de se préparer immédiatement à l'action. Les étudiants se sont rassemblés, effrayés, à l'intérieur de l'académie. L'unité de Yata avait reçu l'ordre d'attendre juste devant la porte. Avant d'emménager, Sari leur a ordonné de se rendre et de déposer les arses, mais l'unité de Yata n'a bien sûr pas écouté. Sari donna instantanément l'ordre à son armée de charger, et dès que le clan bleu entra, le bataillon du clan rouge attendait déjà pour engager le combat. Les deux camps se sont affrontés violemment. À ce moment précis, une série d'étranges explosions éclatèrent autour de l'académie. Monokata a laissé la place à Sari, tandis que lui seul a sauté dans les airs. À ce moment-là, une autre explosion se produisit. Un membre du clan rouge était sur le point d'être écrasé par des décombres, et Monokata descendit avec compassion pour le protéger. Mais il s'est avéré que cet homme était un traître qui s'est retourné et a poignardé Monokata. Monokata lâcha tous les décombres, indifférent à ce qui allait arriver à lui et à cet homme. En entendant des explosions plus fortes, Kusanagi pensa que peut-être quelqu'un avait même sorti de l'artillerie lourde. Anna a eu peur que quelque chose de terrible puisse arriver. Elle prévoyait que l'endroit entier allait bientôt exploser complètement, alors elle s'est précipitée pour vérifier. Alors qu'elle regardait autour d'elle, quelqu'un l'a visée et lui a tiré dessus. Heureusement, Anna n'a pas été touchée. Kusanagi a essayé de repérer le tireur d'élite et a découvert qu'il portait un uniforme bleu du clan. Après les explosions, les étudiants s'enfuyaient partout, paniqués, les bâtiments explosaient continuellement et Kukuri restait figé à regarder tout s'effondrer. Juste au moment où une brique était sur le point de lui tomber dessus, Kuro apparut et la sauva. Yashiro accourut et se réintroduisit depuis le début. Alors qu'ils se regroupaient joyeusement, une voix retentit. Mikoto attendait déjà le groupe là-bas. La nouvelle selon laquelle Anna avait été battue par un membre du clan bleu s'était répandue parmi tout le monde, poussant encore plus le conflit entre le clan rouge et le clan bleu. Sari était extrêmement inquiète pour Monokata, mais le champ de bataille ne lui laissait aucune place à la distraction. Yata s'est précipité pour attaquer Sari sans relâche, mais Fushimi a soudainement semblé le bloquer. Les deux hommes décidèrent de régler leur rancune une fois pour toutes. Mikoto ne comprenait pas pourquoi Yashiro, qui l'avait appelé là-bas, avait maintenant l'intention de s'enfuir. La chaleur rayonnée par Mikoto le rendait suffocant. Mais en vérité, ce n'était pas Yashiro qui l'avait appelé. Cependant, le simple fait de le dire ne convaincra personne. Alors Kuro s'avança pour se battre et fut facilement renversé.
Nico a utilisé des illusions pour distraire Mikoto, mais de manière inattendue. Mikoto lui a tapé du pied et l'illusion a instantanément disparu. La jeune fille s'est ensuite éclipsée, laissant les hommes se battre. Kuro continuait de frapper pour gagner du temps, mais peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas repousser Mikoto. Mikoto répliqua. Kuro esquiva juste à temps et chargea pour un combat rapproché. Mikoto n'aimait pas perdre de temps, alors il s'est transformé en un soleil rouge flamboyant et a presque tout incinéré autour de lui. Peu importe ce que faisait Kuro, c'était comme s'il écrasait un moustique. Heureusement, Monokata est intervenu juste à temps. Monokata, portant toujours le jeune homme qu'il avait poignardé avec le couteau toujours logé dans son corps, se précipita pour bloquer Mikoto, donnant au groupe d'Ichiro une chance de s'échapper en toute sécurité. Nico voulait fuir car il ne pouvait rien faire à Mikoto, même ses illusions ne pouvaient pas fonctionner, mais soudain, Kukuri a vu Yashiro blessé et a voulu le surveiller. Lorsque Yashiro s'est approché, son attitude a complètement changé et elle l'a poignardé avec un éclat de verre. Il s'est avéré que Kukuri avait été usurpé par le coupable. C'est lui qui avait appelé Mikoto, tiré sur Hana et poignardé Munakata plus tôt. Il rampait dans les yeux des gens et prenait le contrôle les uns après les autres. Et cette fois, il en profitait pour entrer dans les yeux de Yashiro. Il voulait que Yashiro se souvienne de tout ce qu'il avait oublié et continuait à divaguer, le poussant à s'endormir pour pouvoir le contrôler facilement. Yashiro entendit la voix de Nico appeler, et voyant qu'il ne pouvait pas prendre le relais, l'homme au visage de renard retourna vers le corps de Kukuri et s'enfuit. Les souvenirs revinrent soudainement, choquant Yashiro. Il s'allongea, se rappelant peu à peu tout, y compris les souvenirs de la guerre de l'époque et son histoire avec le roi d'or. Yashiro se leva brusquement. Une poussée d'énergie jaillit de lui, obligeant tout le monde à arrêter de se battre et à se concentrer sur lui. Un éclat argenté se répandit sur toute la zone, illuminant tout. Lorsque la lumière disparut, une épée apparut dans le ciel. L'épée de Yashiro s'était pleinement manifestée, brillant brillamment à travers les cieux. Le roi d'or a également vu et remarque que Yashiro aimait vraiment surprendre les gens. Kuro était terrifié, ne sachant pas ce qui se passait. Les blessures sur le corps de Yashiro avaient disparu. Il a rassuré tout le monde de ne pas s'inquiéter, lui-même était immortel. Il était le roi d'argent, le premier roi Adolphe. Yashiro pouvait être certain d'une chose, il était maintenant simplement Yashiro qui avait toujours été avec tout le monde. L'épée colossale dans le ciel disparut. Fushimi a dit à Yada de ne pas quitter la bataille des yeux. Les deux camps ont ensuite renoué avec leur furieux affrontement. Mikoto et Monokata ne voulaient pas non plus rater l'occasion de se battre sérieusement, alors tous deux dégainèrent à nouveau leur épée pour continuer. Pendant ce temps, Yashiro s'était souvenu de tout. Le précédent roi incolore était venu vers lui et avait échangé les corps. Il s'intéressait à l'immortalité de Yashiro et c'est ce qu'il fit. Après avoir pris son corps, il jeta Yashiro du dirigeable. Cependant, il n'a saisi que son corps. Il ne pouvait pas toucher son cœur et son âme, parce que Yashiro était le Silver King représentait l'indestructibilité et était immunisé contre toute interférence. En d'autres termes, c'était le roi incolore qui avait utilisé ce corps pour tuer Tatsuka. Ensuite, il a échangé ses corps avec le roi d'argent et a rejeté la faute sur lui. C'est peut-être le choc de l'échange de corps qui a fait perdre la mémoire au roi d'argent. Et outre Yashiro, il avait également volé de nombreux autres corps. Cette fois, le pouvoir du roi incolore pouvait même affecter d'autres rois, et le corps de Kyukuri auparavant n'avait pas fait exception. Le groupe de Yashiro partit ensemble pour sauver Kyukuri. À ce moment-là, alors que les deux camps se battaient encore, les épées de Mikoto et Monokata sont apparues dans le ciel, leur puissance extrêmement terrifiante, en particulier l'épée cramoisie de Mikoto, qui semblait tout à fait anormale. Cela a forcé Cersei à abandonner son poste pour aller enquêter. À ce moment précis, Yashiro et Nico arrivèrent au-dessus de nous. Sari s'est immédiatement méfié et a dégainé son épée pour frapper, mais cela n'a eu aucun effet. Yashiro a donné à Sari la capacité de voler parce qu'il voulait qu'elle les rejoigne.
Yada et Fushimi se battaient toujours férocement, mais Kuro entra au milieu du champ de bataille pour arrêter les deux camps sous le commandement du Silver King. Quiconque osait se précipiter serait abattu, mais Yatta criait que les deux camps n'obéissaient qu'à leur propre roi. Kuro demanda s'il connaissait la raison pour laquelle Makoto avait occupé l'île, et pourquoi Monokata ne faisait pas tout pour arrêter Makoto, et pourquoi les deux étaient partis régler les choses tout en laissant leur clan ici pour mener une bataille aussi insignifiante. Mais Yatta et Fushimi n'écoutèrent pas et se précipitèrent pour attaquer Kuro. Sachant que les mots seuls ne passeraient pas, il les a mis tous au défi de venir vers lui et de le prendre si vous le pouvez. Pendant ce temps, Yashiro, Nico et Seri se précipitèrent directement vers la pièce où Kusanagi surveillait Hana. Hana le rassura sur le fait que le groupe de Yashiro n'était pas l'ennemi, mettant Kusanagi à l'aise. À ce moment-là, le téléphone sonna et Yashiro demanda à Kusanagi de répondre. L'appelant n'était autre que le roi d'or qui a demandé à Kusanagi de remettre le téléphone à l'idiot Yashiro. Les deux étaient de vieux amis lorsqu'ils menaient des recherches ensemble. Yashiro a donc demandé de l'aide au roi d'or pour certaines choses. À ce moment-là, Mikoto et Monokata venaient tout juste de finir de s'échauffer et décidèrent désormais de se battre sérieusement. Le roi incolore, habitant toujours le corps de Kukuri, observait de loin comment les deux allaient s'anéantir. Yashiro finit d'expliquer ce qu'il attendait du roi d'or, disant qu'il était le seul à l'avoir vraiment compris, puis il demanda la prochaine étape, pour que les deux vice-commandants, Kusanagi et Seri, retirent leurs hommes et aident à évacuer l'étudiant. Puisque la cible du roi incolore était la sienne, il devait évacuer le plus rapidement possible. Yashiro était sûr que la puissance de l'ennemi ne se limitait pas à ce qu'il avait vu. Soudain, le roi incolore utilisa la télépathie pour menacer tous les étudiants de s'emparer de leur corps et de leur pouvoir, forçant Yashiro à répondre. Il a demandé à Nico de lui rendre un service. Il voulait qu'elle soit le premier membre de son clan. Nico s'était longtemps considérée comme appartenant à Yashiro, alors elle accepta volontiers. Les deux hommes ont combiné leurs pouvoirs pour envoyer un message à chaque élève. Lorsque Yashiro est apparu, tous les étudiants étaient furieux, lui reprochant leur emprisonnement ici. Mais certains éprouvaient une étrange familiarité avec lui, sans toutefois connaître son nom. Il leur a dit que cela n'avait pas d'importance s'ils savaient qui il était. Ce qui comptait, c'était qu'ils connaissaient et chérissaient chacun d'entre eux comme de précieux amis, qu'il les protégerait et leur montrerait la sortie. Sur ce, Yashiro localisa rapidement le roi incolore et lui envoya un message, un défi à relever face à face et à régler cela une fois pour toutes. Ensuite, Nico s'est effondré d'épuisement après avoir dépensé trop d'énergie. Yashiro l'a confié à Hana et aux deux vice-commandants, leur souhaitant bonne chance avant de partir. Le roi incolore, bien que secoué par ce qui venait de se passer, reprit son calme attendant que les deux rois s'achèvent pour pouvoir intervenir et voler leur corps et leur pouvoir pour devenir le roi le plus fort. Mais son esprit ne cessait de se briser alors que Kyukuri luttait désespérément pour reprendre conscience et appeler à l'aide. Mikoto et Munakata ont continué leur duel. Mikoto, bien que blessé à la main, se moquait de Munakata en le qualifiant de trop faible et pathétique, tandis que Munakata rétorquait que sans ses lunettes, il ne combattait pas encore à pleine puissance. Les deux se détestaient toujours comme avant et se battaient encore plus fort. Pendant ce temps, Yada et Fushimi, ces deux-là en attente, ne parvenaient toujours pas à vaincre Kuro. Mais la marque sur le corps de Yada avait commencé à réagir alors que Mikoto approchait de sa limite. Les deux étaient autrefois des amis qui avaient rejoint le clan de Mikoto, mais maintenant ils ne faisaient que se chamailler au lieu de se battre à l'unisson. Un camarade est arrivé pour les faire reculer tous les deux, puisque la majeure partie de leur camp s'était déjà retirée. Ce camarade a même sauvé le traître Fushimi et Mikoto lui-même avait depuis longtemps cessé de se soucier de sa trahison, c'est exactement pourquoi Fushimi était parti. Yashiro vint alors trouver Kuro, lui disant qu'il était temps de s'occuper du roi incolore. Kuro voulait savoir si le plan réussirait et Yashiro a admis que cela dépendait en partie de lui.
Kuro se plaignait que même en tant que roi, Yashiro était toujours aussi irresponsable qu'avant. Puis, s'agenouillant, il pensa qu'Ikaijin approuverait qu'il serve un autre roi. Il a prêté serment à Yashiro, jurant de le servir jusqu'à son dernier souffle. Yashiro n'aimait pas les formalités aussi rigides entre amis et lui dit de se lever. Le 7e roi vit à ce moment que Manakata s'était affaibli, mais il voulait attendre que Mikoto devienne encore plus faible avant de s'emparer de lui. Et alors, il pourrait également s'emparer de Munakata. Et une fois de plus, Kukuri résista et cria à l'aide depuis son corps possédé. Yashiro et Kuro sont arrivés à temps et ont exigé qu'il libère le corps de Kukuri. Il a fait semblant d'être Kukuri et a sorti une arme pour tirer secrètement. Mais Yashiro avait un bouclier donc il était indemne. Le 7e roi jeta un sac de grenades éclairs et tenta de s'enfuir mais fut pourchassé par Kuro qui le frappa au sol. Pour la 2e fois, Kuro dégaina son épée et déclara que le 7e roi était quelqu'un qui ne pourrait jamais être pardonné. Peu importe à quel point il demandait grâce, puis se tournait vers les malédictions, Kuro brandissait toujours son épée. Le 7e roi se tourna vers Yashiro et vola vers lui pour le pséter. Il pensait l'avoir consumé, mais Yashitiro n'était plus le même qu'avant. Il réalisa que le 7e roi avait possédé trop de foi, au point que sa personnalité était dans le chaos et qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il était. Yashiro absorba et supprima l'âme du 7e roi. Par la suite, Kuro l'a réprimandé pour avoir agi de manière imprudente avec si peu de chances de succès. Yashiro a demandé à Kuro d'emmener Kukuri, pendant que lui et Seri s'occuperaient de l'affaire des 2 rois, mais Kuro ne le permettait pas. Pourtant, Yashiro était immortel, donc tout irait bien, et les affaires entre rois devaient être réglées par les rois. Kuro est parti avec Kukuri. Yashiro, cependant, n'allait pas du tout bien car il ne savait pas combien de temps il pourrait contrôler le 7e roi. Yashiro ne voulait pas que les 2 rois ici finissent comme lui, et que le roi d'or du passé se sépare sur des chemins séparés. Pendant ce temps, les étudiants avaient évacué dehors, ne sachant pas où se trouvait Kukuri. Certains pensaient qu'elle était avec Yashiro, elle devait donc être en sécurité. Fushimi et Yata revinrent, et Yata était furieux que leur patron ait été laissé pour compte. Mais comme même Anna ne pouvait rien faire, ils ne pouvaient que placer leurs espoirs dans les rois, car c'était la première fois que 4 rois apparaissaient tous pour se battre. Yashiro se tenait entre les 2 rois et fut progressivement rattrapé par le 7e roi. Il demanda à Mikoto d'achever rapidement le 7e roi, car c'était ce qu'il voulait faire depuis le début. Mikoto n'a pas manqué l'occasion et a frappé Yashiro de part en part, déclenchant une énorme explosion d'énergie. Le pouvoir d'un roi mourant explosa avec une force énorme. Kuro avait déjà emmené Kukuri. Elle se souvenait encore de Kuro, mais elle ne se souvenait pas du tout de Yashiro. Kuro pensait que c'était mieux pour elle de cette façon. Yashiro avait disparu. L'épée de Mikoto s'était complètement détériorée, atteignant sa limite et pourrissant. Il s'est excusé d'avoir autant troublé Monokata. Il avait décidé d'abandonner et de laisser tomber son épée. Craignant que cela ne provoque la catastrophe de Kagatsu, Monokata s'est précipité et a mis fin à la vie de Mikoto avant que l'épée massive ne touche le sol. Mikoto dit ses derniers mots à Monokata et souhaita également s'excuser auprès d'Anna, ne pouvant plus lui montrer ses belles couleurs. Après la bataille, seul Monokata revint. Le clan du roi bleu était heureux que Monokata ait survécu. Nico et Kuro n'ont trouvé que le parapluie de Yashiro sur les lieux. Nico serra le parapluie de Yashiro dans ses bras et pleura. Kuro était également très triste, mais tous deux croyaient toujours que Yashiro vivait parce qu'il était l'immortel Silver King. Ils étaient très heureux d'avoir servi Yashiro comme serviteur. Les marques sur les corps des membres du clan de Mikoto s'envolèrent une à une, formant une belle couleur rouge qu'Anna put contempler une dernière fois. Fushimi savait que Mikoto avait été un roi vraiment incroyable.